j'ai découvert que mes parents payaient en secret l'école privée des enfants de ma sœur, alors qu'ils refusaient de m'aider pour le traitement du cancer de ma fille. Elle n'a pas survécu. Aujourd'hui, je les ai enfin confrontés pendant le dîner, et la situation a explosé. J'ai découvert que mes parents payaient en secret les frais de scolarité de l'école privée des enfants de ma sœur tout en refusant d'aider pour le traitement du cancer de ma fille. Elle n'a pas survécu. Aujourd'hui, je les ai finalement confrontés lors du dîner et la situation a explosé. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à déballer le linge sale de ma famille sur Internet, mais me voilà, assise dans mon appartement à 2 heures du matin, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à ce qui s'est passé ce soir. Mes mains tremblent encore en écrivant ceci. J'ai besoin de le sortir, car si je ne le fais pas, je pense que je pourrais vraiment perdre la tête. Je m'appelle Chloé et il y a 3 ans, ma fille Emma est morte. Elle avait 7 ans et était atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë. La forme agressive, celle qui nécessite un traitement intensif, des médicaments expérimentaux et des soins 24 heures sur 24 que les mutuelles adorent refuser de couvrir. Mon mari, Marc, et moi avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons épuisé nos cartes de crédit, contracté des prêts, vendu notre voiture et même lancé une cagnotte Litchi qui a à peine fait une brèche dans les factures astronomiques. Nous étions en train de nous noyer, regardant notre petite fille souffrir, et suppliant quiconque voulait bien nous écouter de nous aider. Je me souviens du jour où j'ai appelé mes parents, absolument désespérés. Emma était à l'hôpital depuis 2 mois, et nous venions d'apprendre que la prochaine phase de son traitement n'était pas entièrement couverte. Il nous fallait 45 000 €, et rapidement. Je pleurais si fort que je pouvais à peine parler. Ma mère a répondu au téléphone et j'ai tout expliqué à travers mes sanglots. Je lui ai parlé du traitement, de la bravoure d'Emma mais aussi de sa fatigue, et du fait que les médecins disaient que cela pouvait lui sauver la vie. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Puis ma mère a dit de sa voix froide et mesurée, « Chloé, tu sais que nous avons un revenu fixe. La retraite de ton père n'est pas ce que nous espérions. Nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent à dépenser. » J'ai supplié. Je me suis littéralement mise à genoux dans ce couloir d'hôpital et j'ai supplié dans le téléphone. Je lui ai dit que nous les rembourserions, chaque centime avec les intérêts. Je lui ai dit que je signerais tout ce qu'il voulait. J'aurais vendu mon âme au diable lui-même si cela signifiait sauver Emma. Mais mon père a pris le téléphone et a dit la même chose. Ils étaient désolés. Ils auraient aimé pouvoir aider, mais ils ne pouvaient tout simplement pas se le permettre. Ils nous ont suggéré d'envisager un dossier de surendettement, peut-être de parler à une assistante sociale à l'hôpital. Quand j'ai raccroché, quelque chose s'est brisé en moi. Mais je n'avais pas le temps de l'assimiler, car Emma avait besoin de moi. Marc et moi avons fini par trouver l'argent grâce à une combinaison de ses parents qui ont pris une deuxième hypothèque, de mon patron qui m'a donné une avance sur 1 an de salaire, et d'un prêt d'une société de financement médical avec un taux d'intérêt qui devrait être illégal. Emma a eu son traitement, mais ce n'était pas suffisant. 6 mois plus tard, mon bébé est mort dans mes bras, pesant moins de 23 kilos. Ses cheveux disparus depuis longtemps. Ses beaux yeux marrons essayant encore de me sourire alors même que la vie s'en échappait. La dernière chose qu'elle a dite a été « Je t'aime, maman. Ne sois pas triste. » Comment peut-on avancer après ça? Comment peut-on se réveiller chaque matin en sachant que son enfant est parti? Ma sœur, Juliette, de son côté, a 3 enfants, Théo, Léa et Lucas. Tous en bonne santé, tous épanouis, tous scolarisés à l'Institution Saint-Martin, l'une des écoles privées les plus prestigieuses de notre région. Les frais de scolarité s'élèvent à environ 35 000 € par an et par enfant. Faites le calcul. C'est 105 000 € par an. Je savais que Juliette et son mari, Romain, gagnaient bien leur vie. Romain est avocat d'affaires et Juliette gère un cabinet dentaire. Ils vivent dans une belle maison en banlieue chic avec une piscine, prennent des vacances en Europe et conduisent des SUV Tesla assortis. Je ne leur en voulais pas pour leur succès. Vraiment pas. Même après la mort d'Emma, quand je pouvais à peine payer mes factures à cause de nos dettes, je n'ai jamais ressenti de ressentiment pour la bonne fortune de Juliette. Nous n'avions jamais été très proches en grandissant, mais elle restait ma sœur. Elle a envoyé une composition florale pour les funérailles d'Emma, l'une de ses compositions génériques commandées sur un site web. Elle n'est pas restée longtemps à la cérémonie. Elle a dit que les enfants avaient un entraînement de foot. Depuis 3 ans, je reconstruis ma vie. Marc et moi nous sommes séparés 18 mois après la mort d'Emma. Le deuil a détruit notre mariage.
Nous ne pouvions plus nous regarder sans voir son absence. Le divorce a été à l'amiable, bien que dévastateur. Nous nous parlons encore, nous nous soutenons mutuellement dans notre guérison, mais nous ne pouvions pas rester mariés. Le poids de la perte était trop lourd à porter ensemble. J'ai occupé 2 emplois pour rembourser la dette médicale et l'argent que nous avions emprunté. Je vois à peine mon petit appartement à la lumière du jour. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, agissant par automatisme, existant mais ne vivant pas. La thérapie aide, mais il y a un trou dans ma poitrine qui ne guérira jamais. Tout le monde dit que le temps arrange les choses, mais ce sont des menteurs. Le temps vous rend simplement meilleur pour faire semblant d'aller bien. Il y a 2 semaines, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Je prenais un café avec mon ancienne colocataire d'université, Diane, qui travaille maintenant dans l'administration de l'institution Saint-Martin. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, et elle me racontait sa vie quand elle a mentionné quelque chose en passant. C'est tellement merveilleux que tes parents puissent aider Juliette avec les frais de scolarité, dit-elle en remuant son café au lait. J'ai traité le paiement de leur compte la semaine dernière. C'est une telle bénédiction quand les grands-parents peuvent contribuer à l'éducation de leurs petits-enfants. J'ai dû avoir l'air d'avoir été frappé par la foudre, car Diane a immédiatement paru inquiète. Chloé, ça va. Je ne pouvais pas parler, pas respirer. Le café a commencé à tourner autour de moi. Diane a attrapé ma main sur la table, me demandant ce qui n'allait pas, si j'avais besoin d'eau, si j'allais être malade. Finalement, j'ai réussi à articuler « Qu'est-ce que tu veux dire, le compte de mes parents ?» C'est alors que Diane a réalisé qu'elle avait révélé quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Son visage est devenu blême et elle a commencé à faire marche arrière, disant qu'elle avait peut-être fait une erreur, qu'elle s'était peut-être trompée de famille. Mais j'ai insisté. J'avais besoin de savoir. Après quelques hésitations et ma promesse de ne pas révéler comment je l'avais découvert, elle m'a dit la vérité. Mes parents payaient la totalité des frais de scolarité pour les 3 enfants de Juliette à l'institution Saint-Martin depuis 4 ans. Chaque semestre, comme une horloge, un chèque arrivait de leur compte joint. 105 000 € chaque année. Pendant 4 ans, cela fait 420 000 €. Laissez-moi vous répéter. 420 000 € pour une école privée pendant que ma fille mourait parce qu'il prétendait ne pas pouvoir se permettre 45 000 € pour son traitement contre le cancer. Je ne me souviens pas d'avoir quitté le café. Je ne me souviens pas d'être rentré chez moi. Je me souviens juste d'être assise dans ma voiture devant mon immeuble, hurlant jusqu'à en avoir la gorge à vif. J'ai frappé le volant jusqu'à ce que mes articulations soient meurtries. Puis je suis restée assise là, en silence, à regarder dans le vide alors que le soleil se couchait et que l'obscurité envahissait la voiture. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repassé chaque interaction avec mes parents au cours des 7 dernières années, recadrant tout avec cette nouvelle connaissance horrible. Chaque fête où ils offraient des cadeaux somptueux aux enfants de Juliette alors que je recevais une carte cadeau. Chaque réunion de famille où ils louaient les talents de parents de Juliette et lançaient des pics subtils sur mes choix. Chaque fois que je les appelais en désespoir de cause et qu'ils se disaient pauvres, ils mentaient. Pendant que je regardais ma fille mourir, que je vendais tout ce que je possédais, que je détruisais ma vie et mon mariage en essayant de sauver Emma, ils signaient des chèques pour que les enfants de ma sœur aillent dans une école avec un mur d'escalade et un programme d'art culinaire. Pendant 2 semaines, j'ai débattu de ce qu'il fallait faire de cette information. Une partie de moi voulait les confronter immédiatement, les appeler et crier jusqu'à ce qu'ils comprennent l'ampleur de leur trahison. Mais une autre partie de moi, celle qui était encore leur fille malgré tout, voulait croire qu'il y avait une explication, une raison qui rendrait cela sensé, même si je savais au fond de moi qu'il n'y en avait pas. Pendant ces 2 semaines, je suis devenu obsédé par la reconstitution de la chronologie. J'ai sorti de vieux relevés bancaires, des factures médicales, tout ce qui pouvait m'aider à comprendre quand exactement mes parents avaient commencé à financer la vie parfaite de Juliette tout en regardant la mienne s'effondrer. J'ai créé une feuille de calcul, car apparemment, le chagrin et la rage m'avaient transformé en quelqu'un qui documente la trahison dans Excel. Le premier paiement des frais de scolarité de mes parents à l'institution Saint-Martin a été effectué en août, il y a 7 ans. Je le sais parce que j'ai fait plus de recherches, demandé des faveurs, et peut-être franchi des limites éthiques dont je ne suis pas fier. Août, il y a 7 ans. Le diagnostic d'Emma est tombé en juin de cette année-là. En août, nous étions déjà noyés sous les factures médicales, commençant déjà à paniquer sur la façon dont nous allions pouvoir payer son traitement. Cela signifie que mes parents ont pris la décision consciente d'engager plus de 100 000 € par an pour des frais de scolarité privés dans les 2 mois suivant le diagnostic d'Emma.
Ils savaient qu'elle était malade. Ils savaient que nous luttions, et ils ont choisi de signer ces chèques quand même. J'ai commencé à avoir des crises de panique pendant ces 2 semaines. Je pouvais être au travail en train de remplir les rayons de l'épicerie où j'ai mon 2e emploi et soudain, je ne pouvais plus respirer. Je devais m'enfermer dans les toilettes, assise par terre, essayant de me souvenir des exercices de respiration que ma thérapeute m'avait enseignés. Inspirez par le nez pendant 4 temps, retenez pendant 7, expirez par la bouche pendant 8. Mais aucun exercice de respiration ne pouvait calmer la rage qui montait en moi comme une cocotte minute sur le point d'exploser. J'ai aussi commencé à me souvenir de choses que j'avais bloquées, des choses dont mon cerveau m'avait protégé pendant le pire de mon deuil. Comme cette fois, il y a environ 6 ans, lors d'un barbecue familial, où Juliette s'était plainte du coup de l'institution Saint-Martin et ma mère lui avait tapoté la main en disant « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu fais ce qu'il faut pour les enfants. Une éducation de qualité n'a pas de prix. » J'étais là, moins d'1 an après le diagnostic d'Emma, déjà financièrement dévastée, et ma mère avait prononcé ces mots. Une éducation de qualité n'a pas de prix. Ou la fois où mon père m'avait fait la morale sur la responsabilité financière, suggérant que Marc et moi avions peut-être vécu au-dessus de nos moyens, impliquant que nos problèmes d'argent étaient en quelque sorte de notre faute. C'était pendant le traitement d'Emma, alors que nous vendions tout ce que nous possédions, et il le savait. Il m'a regardé dans les yeux et nous a essentiellement blâmés pour notre ruine financière, tout en signant d'énormes chèques pour les enfants de Juliette. Je me suis souvenu de la dernière fête d'anniversaire d'Emma, juste avant qu'elle ne soit trop malade pour les célébrations. Nous l'avions faite dans notre appartement parce que nous ne pouvions rien nous permettre d'autre. Il n'y avait que la famille, un gâteau fait maison et quelques cadeaux pour lesquels nous avions raclé les fonds de tiroir. Juliette était arrivée en retard, s'était plainte du stationnement et était partie tôt parce que Lucas avait un cours de tennis. Un cours de tennis dans un country club pour lequel mes parents payaient également l'adhésion, comme je l'ai découvert plus tard. Mes parents avaient donné à Emma un bon d'épargne de 50 € pour son anniversaire. 50 €. Et j'en avais été reconnaissante, car 50 €, c'était 50 €. Pendant ce temps, j'ai appris plus tard qu'ils avaient offert à chacun des enfants de Juliette de nouveaux iPads ce même mois. Des modèles haut de gamme coûtant 800 € chacun. Mais Emma a eu un bon d'épargne qu'elle n'a jamais vécu assez longtemps pour encaisser. Les souvenirs n'arrêtaient pas d'affluer. Chacun était une nouvelle blessure au couteau. Les dîners de famille où Juliette mentionnait nonchalamment les voyages scolaires de ses enfants en Italie et en Grèce. Des voyages qui coûtaient des milliers d'euros. Des voyages financés par mes parents. Les matins de Noël où les enfants de Juliette ouvraient des piles de cadeaux coûteux pendant qu'Emma recevait quelques petites choses. Et j'en avais été reconnaissante, même pour ça. Chaque réunion de famille où mes difficultés financières étaient traitées comme un secret honteux tandis que l'aisance de Juliette était célébrée. J'ai pensé aux fois où j'ai appelé ma mère en pleurant parce que nous ne pouvions pas payer les médicaments anti-nausées d'Emma que la mutuelle ne couvrait pas. Comment ma mère m'avait suggéré de chercher des programmes d'aide aux patients. Peut-être de parler à une assistante sociale. Essayer des alternatives génériques. Toutes des suggestions raisonnables, sauf qu'elle les faisait alors qu'elle avait les moyens de simplement signer un chèque qui aurait résolu le problème instantanément. Il y avait un moment auquel je ne pouvais pas arrêter de penser. Emma avait perdu tous ses cheveux à cause de la chimio et elle était dévastée. Elle n'avait que 7 ans et était si complexée. Il y avait cette magnifique perruque que nous avions trouvée en ligne, faite de vrais cheveux, qui ressemblait exactement à ses boucles naturelles. Elle coûtait 300 €. Nous ne pouvions pas nous la permettre. Emma portait des perruques synthétiques bon marché qui lui irritaient le cuir chevelu et la faisaient pleurer parce qu'elle n'avait pas l'air vraie. Les enfants à l'école, pendant la brève période où elle pouvait y aller, la dévisageaient. J'en avais parlé à ma mère une fois en passant au téléphone. Je ne demandais même pas d'argent, je me plaignais juste de la difficulté de voir Emma si malheureuse de son apparence en plus de tout ce qu'elle endurait. Ma mère avait fait des bruits de sympathie et n'avait rien dit d'autre. La perruque ne s'est jamais matérialisée, mais la fille de Juliette, Léa, a reçu une collection de poupées de luxe à 500 € ce même mois, un cadeau de ses grands-parents pour avoir été inscrite au tableau d'honneur. Pendant ces 2 semaines de découverte, j'ai également contacté les parents de Marc, Martine et Robert. Ce sont eux qui avaient pris une 2e hypothèque sur leur modeste maison pour nous aider à payer le traitement d'Emma. Ils n'avaient jamais été riches, tous 2 enseignants à la retraite vivant de leur pension, mais ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. J'ai déjeuné avec Martine et lui ai raconté ce que j'avais découvert. Elle est restée assise en silence pendant un long moment après que j'ai fini de parler.
Son visage passait par une gamme d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait lire. Finalement, elle a dit, « Chloé, je veux que tu saches quelque chose. Quand nous avons pris cette hypothèque, nous avons appelé tes parents. Nous pensions que si nous mettions toutes nos ressources en commun, nous pourrions couvrir tout ce dont Emma avait besoin sans imposer un fardeau aussi énorme à une seule famille. » Mon cœur s'est arrêté. « Vous les avez appelés ? » Robert l'a fait, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Il a appelé ton père, lui a expliqué ce que nous faisions et lui a demandé s'il pouvait contribuer, ne serait-ce qu'un peu. Même quelques milliers d'euros auraient aidé. Sais-tu ce que ton père a dit ? Je ne pouvais pas parler, je pouvais seulement secouer la tête. Il a dit qu'ils auraient aimé aider, mais qu'ils s'étaient déjà trop engagés en aidant Juliette avec des rénovations de maison et ne pouvaient pas prendre d'autres obligations financières. Martine a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Chloé, nous ne te l'avons pas dit parce que tu portais déjà tellement de choses. Nous ne voulions pas ajouter à ton fardeau. Mais oui, tes parents ont refusé d'aider même lorsque nous hypothéquions littéralement notre maison. Des rénovations de maison. Ils ont dit aux parents de Marc qu'ils ne pouvaient pas aider à cause de rénovations de maison. Plus tard, je suis passé en voiture devant la maison de Juliette et j'ai vu l'extension qu'ils avaient ajoutée cette année-là. Une immense salle familiale avec des baies vitrées du sol au plafond. Mes parents ne l'avaient pas seulement payée. Mon père s'en était vanté lors d'une réunion de famille. Disant à quel point il était heureux de pouvoir aider sa fille à agrandir sa maison pour sa famille grandissante. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était sans commune mesure avec tout ce que j'avais jamais éprouvé. C'était une fureur blanche, pure et dévorante. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route en rentrant chez moi parce que mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus conduire. J'ai appelé la ligne d'urgence de ma thérapeute et j'ai passé 1 heure à me calmer de ce qu'elle a gentiment décrit comme une réponse de crise tout à fait compréhensible. J'ai aussi commencé à fouiller dans la cagnotte Litchi que nous avions créée pour Emma. Je ne l'avais pas regardée depuis des années car c'était trop douloureux. Mais je me suis forcé à passer en revue chaque don, chaque commentaire, chaque partage. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes qui avaient donné ce qu'elles pouvaient. Les collègues de Marc, les gens de l'école d'Emma, les voisins, même des inconnus qui avaient entendu son histoire. Il y avait des dons de 5 € de personnes qui n'avaient clairement pas 5 € à dépenser. 20 € par-ci, 50 € par-là, chacun accompagné de prières et de vœux de bien. Mes parents avaient fait un don de 200 € à la cagnotte. 200 €, avec un commentaire public disant qu'ils priaient pour leur petite fille et qu'ils auraient aimé pouvoir faire plus. 200 € alors qu'ils signaient des chèques de 35 000 € par enfant par an. L'hypocrisie était stupéfiante. Mais Juliette n'avait rien donné. Pas un centime. Je l'avais excusée à l'époque, me disant qu'elle était occupée avec ses enfants, qu'elle aidait probablement d'autres manières que je ne voyais pas. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Elle avait été trop occupée à profiter de l'argent qui aurait dû sauver la vie de ma fille pour contribuer même un montant symbolique au fonds de lutte contre le cancer de sa nièce. J'ai passé des heures à lire les messages de soutien d'inconnus sur cette page Litchi, pleurant sur la gentillesse de personnes qui n'avaient même jamais rencontré Emma. Une femme âgée avec un petit revenu avait donné 50 € avec une note qui disait « Je me souviens de l'époque où mon petit-fils était malade. Aucun enfant ne devrait souffrir. Je prie pour votre douce fille. » Un adolescent avait donné son argent d'anniversaire, 25 €, parce qu'il avait lu l'histoire d'Emma et voulait aider. Ces étrangers, ces gens sans aucune obligation envers nous, avaient raclé ce qu'ils pouvaient pendant que mes parents étaient assis sur des centaines de milliers d'euros et disaient non. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Puis hier, j'ai reçu un texto de ma mère dans le groupe de discussion familiale. Dîner du dimanche chez nous. Juliette et les enfants seront là. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis. S'il te plaît, viens, Chloé. Ça signifierait tellement pour ton père et moi. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je serai là. Marc a pensé que j'étais folle quand je lui ai dit ce que je prévoyais de faire. Nous nous sommes vus pour un café parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait la profondeur de cette trahison parce qu'il l'avait vécu aussi. Quand j'ai expliqué ce que j'avais découvert et ce que j'avais l'intention de faire, il est resté silencieux un long moment. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé, ses yeux pleins de ce chagrin familier que nous partagions. « Une fois que tu auras dit ces choses, tu ne pourras pas les reprendre. » « Tant mieux, ai-je dit. Je ne veux pas les reprendre. » Il a hoché la tête lentement, puis a tendu la main sur la table et a serré la mienne.
Emma serait fière de toi de te défendre, de la défendre. Cela m'a fait pleurer, là, dans le café, parce qu'il avait raison. Emma était toujours si courageuse, si prête à se battre. Elle ne reculait jamais, n'abandonnait jamais, même quand son petit corps la lâchait. Je devais à sa mémoire d'être tout aussi courageuse. Alors aujourd'hui, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue. La même maison où j'ai grandi, avec le grand chêne dans le jardin et le potager dont ma mère est obsédée. La Tesla de Juliette était déjà dans l'allée, à côté de la berline de mes parents. Je suis resté assise dans ma vieille Honda quelques minutes, rassemblant mon courage, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je suis entré sans frapper. Les dîners du dimanche étaient toujours informels. La famille entrait simplement. Je pouvais entendre des rires venant de la salle à manger. Sentir l'odeur du rôti de bœuf de ma mère. Entendre mes nièces et mon neveu bavarder avec enthousiasme. Pendant un instant, un bref et douloureux instant, je me suis souvenu du temps où Emma aurait fait partie de ce bruit. Son rire aigu se mêlant aux voix de ses cousins. Quand je suis entré dans la salle à manger, tout le monde a levé les yeux. Ma mère a souri. Ce sourire d'hôtesse parfait et entraîné. Chloé, nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Nous allions juste nous asseoir. Juliette aidait à mettre la table, l'air impeccable dans un jean de marque et un pull en cachemire. Salut, Chlo. Ça fait un bail. Mon père était déjà assis en bout de table et il m'a fait un signe de tête. Bonjour, ma chérie. Les enfants étaient dans le salon, scotchés à leur iPad, ne remarquant même pas mon arrivée. Je les ai regardés, ces enfants en bonne santé, privilégiés, et j'ai pensé à Emma, à combien elle aimait dessiner, à son rêve de devenir vétérinaire, à comment elle ne s'était jamais plainte même lorsque la chimiothérapie la rendait si malade qu'elle ne pouvait plus bouger. Mangeons, a dit ma mère en apportant le rôti à table. Tout le monde a sa place. J'ai pris ma place habituelle, celle que j'occupais pour les dîners de famille depuis l'enfance. Juliette s'est assise en face de moi, mes parents à chaque extrémité de la table. Les enfants sont finalement arrivés, ont pris place, et le dîner a commencé. C'était si normal, si parfaitement ordinaire que pendant un instant, je me suis demandé si j'allais vraiment le faire. Ma mère a servi la nourriture, demandant à chacun des nouvelles de sa semaine. Juliette a parlé du tournoi de foot de Léa et du projet de sciences de Théo. Mon père a mentionné quelque chose à propos du golf. Ils m'ont demandé comment allait le travail, et j'ai donné des réponses vagues, d'un seul mot. La nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. Tu sembles silencieuse, Chloé, a observé ma mère de cette manière qu'elle avait de faire d'une observation une critique. Tout va bien? C'était le moment. Le moment que j'avais préparé. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. En fait, maman, il y a quelque chose dont je dois vous parler à tous. Le silence s'est fait à table. Juliette m'a regardé avec une légère curiosité. Mon père a arrêté sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Les enfants continuaient de manger, inconscients. J'ai pris un café avec Diane il y a quelques semaines, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. Tu te souviens de Diane? Ma colocataire de l'université? Ma mère a hoché lentement la tête, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la peur, peut-être. Ou de la reconnaissance. Elle travaille maintenant à l'Institution Saint-Martin, dans l'administration. Je me suis tourné vers Juliette. C'est là que vont tes enfants, n'est-ce pas? Un endroit très prestigieux. Ça doit coûter une fortune. Juliette a jeté un coup d'œil à nos parents, puis à moi. Oui, c'est une école merveilleuse. Nous avons beaucoup de chance. Vous avez de la chance, en effet, ai-je convenu. C'est environ 35 000 € par an et par enfant, n'est-ce pas? Donc, pour 3 enfants, c'est plus de 100 000 € par an. Chloé, où veux-tu en venir? A demandé mon père, sa voix prenant un ton d'avertissement. Je l'ai ignoré, mes yeux toujours fixés sur Juliette. Diane a mentionné quelque chose d'intéressant. Elle a dit que maman et papa payaient les frais de scolarité. La totalité. Pour les 3 enfants. Depuis 4 ans. Le silence qui s'est abattu sur la table était assourdissant. Le visage de Juliette est devenu pâle, puis rouge. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson. Mon père a posé sa fourchette avec un cliquetis. Chloé, a commencé ma mère, mais j'ai levé la main. Vous vous souvenez, il y a 7 ans, quand Emma était malade.
quand elle avait besoin d'un traitement que la mutuelle ne couvrait pas. Quand je vous ai appelé, littéralement à genoux dans un couloir d'hôpital, suppliant votre aide. Ma voix tremblait maintenant, mais j'ai continué. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Chloé, s'il te plaît. Vous avez dit que vous aviez un revenu fixe. Que vous n'aviez pas ce genre d'argent. Vous m'avez suggéré d'envisager un dossier de surendettement. J'ai ri, et ce rire a sonné durement, même à mes propres oreilles. J'avais besoin de 45 000 € pour sauver la vie de ma fille. Et vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. Mais vous pouviez vous permettre 105 000 € par an pour que les enfants de Juliette aillent dans une école privée. Ce n'est pas si simple, a dit mon père, le visage empourpré. Les situations étaient différentes. Différentes comment, ai-je exigé. S'il vous plaît, expliquez-moi comment payer une école privée est plus important que de sauver la vie de votre petite fille. Je meurs d'envie de comprendre ce raisonnement. Juliette a retrouvé sa voix. Chloé, je n'étais pas au courant de ça. Je le jure. Je pensais que maman et papa aidaient juste un peu. Ne mens pas, ai-je lâché. Tu savais exactement d'où venait l'argent. Tu savais qu'ils payaient la totalité des frais et tu n'as rien dit. Même aux funérailles d'Emma, tu n'as rien dit. Ce n'est pas juste, a protesté Juliette. Je ne connaissais pas les détails de ce qui s'est passé avec le traitement d'Emma. Parce que tu n'as jamais demandé. J'étais maintenant debout, ma chaise raclant le sol. Tu n'as jamais demandé une seule fois comment nous nous en sortions, comment nous payions quoi que ce soit. Tu étais trop occupé à profiter de ta vie parfaite avec tes enfants en bonne santé, ta Tesla et tes vacances en Europe. Chloé, assieds-toi, a ordonné mon père. Tu perturbes les enfants. J'ai regardé mes nièces et mon neveu qui me fixaient avec de grands yeux effrayés. Une partie de moi se sentait mal de leur faire peur, mais la plus grande partie de moi, celle qui était morte avec Emma, s'en fichait. Je perturbe les enfants, ai-je répété, incrédule. J'ai vu mon enfant mourir parce que vous avez choisi une éducation privée plutôt que sa vie. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle rendait son dernier souffle, sachant que nous avions fait tout notre possible, sans jamais savoir que vous aviez l'argent pour nous aider depuis le début. Avez-vous la moindre idée de ce que ça m'a fait? De ce que ça a fait à Marc. Notre mariage s'est terminé à cause du deuil et de la ruine financière. J'ai tout perdu, y compris moi-même. Ma mère pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Nous pensions que c'était trop risqué, sanglota-t-elle. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucune garantie, que le traitement pourrait ne pas fonctionner. Au moins avec l'école, nous savions que l'argent serait bien utilisé. Bien utilisé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous avez parié sur la vie de ma fille parce qu'il n'y avait aucune garantie. Chaque traitement médical est un risque, maman. Mais elle avait 7 ans et se battait pour sa vie. Elle méritait une chance. Tu dois te calmer, a dit mon père, se levant lui aussi. Nous avons pris la décision que nous pensions être la meilleure. Les enfants de Juliette avaient besoin. Les enfants de Juliette avaient plus besoin d'une école privée qu'Emma n'avait besoin de vivre. Dites-le. Je veux vous entendre le dire. Je pleurais aussi maintenant, des années de deuil et de rage se déversant hors de moi. Dites-moi que l'éducation de vos autres petits-enfants était plus importante que la vie d'Emma. Ce n'est pas ce que nous disons, est intervenue Juliette. Chloé, tu déformes tout. Ah oui? Je me suis retourné contre elle. Alors, s'il te plaît, remets les choses en ordre pour moi. Explique-moi comment cela a un sens. Expliquez-moi comment vous pouvez vivre avec vous-même. N'importe lequel d'entre vous. Ma mère secouait la tête, tendant la main vers moi. Chloé, s'il te plaît. Nous t'aimons. Nous aimions Emma. Nous pensions que nous faisions le bon choix. Vous pensiez. Vous pensiez à vous-même, ai-je dit froidement. Vous pensiez aux apparences, à la famille parfaite de Juliette, au fait d'être les grands-parents qui pouvaient se permettre d'envoyer leurs petits-enfants dans les meilleures écoles. Vous n'avez pas pensé à Emma, luttant pour respirer, son petit corps plein de poison, essayant de tuer le cancer. Vous n'avez pas pensé à moi, votre fille, qui s'effondrait morceau par morceau. Nous ne pouvions pas nous permettre les deux, a dit mon père. Et voilà. La vérité, enfin prononcée à voix haute. Nous nous étions déjà engagés à aider Juliette avec l'école. Nous ne pouvions pas nous permettre les deux. L'aveu flottait dans l'air comme un nuage toxique.
Juliette semblait anéantie. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, et j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Vous avez choisi, ai-je dit doucement. Vous deviez choisir, et vous avez choisi les enfants de Juliette plutôt que la mienne. Vous avez choisi l'école privée plutôt que la vie elle-même. Emma allait mourir de toute façon, a dit mon père. Et je jure que le temps s'est arrêté. Les médecins lui donnaient 30% de chance même avec le traitement. Ça aurait été de l'argent jeté par les fenêtres. Le son qui est sorti de moi n'était pas tout à fait humain. Juliette a eu un hoquet. Ma mère a poussé un petit cri. Et mon père, réalisant ce qu'il venait de dire, a essayé de se rattraper. Je ne voulais pas dire. Chloé, c'est mal sorti. Ne m'approchez pas, ai-je dit en reculant vers la porte. Restez tous loin de moi. Chloé, s'il te plaît, a supplié ma mère en essayant de s'approcher. Laisse-nous t'expliquer. Vous venez de le faire, ai-je dit. Vous avez tout expliqué parfaitement. La vie d'Emma était un mauvais investissement. L'éducation des enfants de Juliette valait plus. Des chances de 30% n'étaient pas suffisantes pour que vous preniez un risque pour votre propre petite fille. Je les ai regardés un par un, mémorisant leur visage, sachant que c'était la dernière fois que je les verrais comme ma famille. Vous savez quel est le pire? Emma vous aimait. Même à l'hôpital, même quand elle souffrait, elle demandait de vos nouvelles. Elle voulait faire des appels vidéo avec papy et mamie. Elle vous a fait des dessins que vous avez probablement jetés. Elle n'a jamais su que ses propres grands-parents l'estimaient moins que des frais de scolarité privés. Ce n'est pas vrai, a pleuré ma mère. Nous l'aimions. L'amour est un verbe, ai-je dit. Ce n'est pas juste un sentiment, ce sont des actions. Et vos actions m'ont montré exactement où se situait Emma dans vos priorités. En dernière position. Je me suis tourné vers Juliette, qui pleurait silencieusement, son sang-froid parfait enfin fissuré. J'espère que tes enfants apprécient leur école de luxe. J'espère qu'ils apprécient le sacrifice qu'il a payé, même s'ils ne sauront jamais ce qu'elle a coûté. Théo, l'aîné de 13 ans, avait tout regardé avec une horreur croissante. Tati Chloé, on ne savait pas, je sais, mon grand, ai-je dit, ma voix s'adoucissant une fraction de seconde pour lui. Ce n'est pas votre faute. Rien de tout cela n'est de votre faute. Mais peut-être, demandez à votre mère et à vos grands-parents pourquoi votre cousine Emma n'est plus là. Demandez-leur de vous parler de choix et de priorités. Je suis sorti de cette maison et je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais j'ai bloqué tous leurs numéros. Juliette a essayé de venir à mon appartement, mais j'ai menacé d'appeler la police. Je me fiche de leurs explications ou de leurs justifications. Il n'y a rien qu'ils puissent dire qui arrangera les choses. Le lendemain de la confrontation, je me suis réveillé avec un sentiment étrange de vide. Ni mieux, ni pire, juste creuse. Je me suis mis en arrêt maladie pour mes 2 emplois car je ne pouvais physiquement pas bouger de mon lit. Je suis resté allongé à regarder le plafond, rejouant chaque mot de ce dîner encore et encore dans ma tête. Emma allait mourir de toute façon. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Vers midi, on a frappé à ma porte. Je l'ai ignoré au début, mais ça n'a pas arrêté. Finalement, je me suis traîné et j'ai regardé par le Judas. C'était Juliette, et elle avait l'air terrible. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs et elle était encore dans ce qui ressemblait à un pyjama. Chloé, s'il te plaît, a-t-elle appelé à travers la porte. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Laisse-moi te parler. Va-t'en, Juliette, ai-je dit, sans même ouvrir la porte. Je ne savais pas, sanglota T.L. Je jure devant Dieu, je ne savais pas toute l'étendue de la chose. Je pensais qu'ils aidaient juste un peu, pas qu'ils payaient tout. Et je ne savais pas qu'ils avaient refusé d'aider pour Emma. Je jure que je ne savais pas, tu es une menteuse, ai-je dit froidement. Tu devais savoir. Tu devais savoir que tu ne payais pas ses frais de scolarité toi-même. Tu devais savoir d'où venait l'argent. Romain et moi en payions une partie, a-t-elle insisté. Je pensais que maman et papa complétaient juste. Peut-être un tiers ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas posé de questions parce que je ne voulais pas paraître ingrate. Chloé, s'il te plaît, crois-moi. Mais je ne pouvais pas la croire. Je ne voulais pas. Parce que même si elle n'avait pas connu les montants exacts, elle savait que nos parents lui apportaient une aide financière substantielle pendant que je me noyais.
Elle savait qu'Emma était malade, savait que nous luttions, et elle n'avait jamais remis en question la disparité. Elle s'était contentée de prendre et de prendre et de prendre pendant que sa nièce mourait. Même si je te crois, ai-je dit à travers la porte, ça ne change rien. Tu m'as vu souffrir. Tu as vu ce que la perte d'Emma m'a fait. Tu es venu à ses funérailles dans tes vêtements de marque et tu es parti tôt pour un entraînement de foot. Tu n'as jamais demandé une seule fois si nous avions besoin d'aide. Tu n'as jamais offert. Tu as juste continué à prendre d'eux pendant que je n'avais rien. Je suis désolé, pleura-t-elle. Chloé, je suis tellement désolé. Je n'ai pas réfléchi. C'est ça le problème, Juliette. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pensé à personne d'autre qu'à toi-même et à ta famille parfaite. J'ai appuyé ma main contre la porte, sentant la barrière physique entre nous. Pars. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Je l'ai entendu pleurer de l'autre côté de la porte pendant encore une minute avant qu'elle ne parte finalement. Je me suis laissé glisser au sol, le dos contre la porte, et je suis resté assise là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Les textos ont commencé à arriver du numéro de ma mère, même si je l'avais bloqué. Elle utilisait différents téléphones pour essayer de me joindre. Chaque message était une variation de la même chose. S'il te plaît, parle-nous. Nous pouvons t'expliquer. Nous t'aimons. Tout cela est un malentendu. Je les ai tous lus avec un sentiment d'engourdissement détaché, puis je les ai supprimés sans répondre. Mon père a essayé une approche différente. Il a appelé mon travail, mes 2 lieux de travail, essayant de me faire parler. Ma responsable à l'épicerie, une femme gentille nommée Pascal, a pris le message puis m'a prise à part. Ton père a appelé, dit-elle doucement. Il semble assez désespéré de te parler. Est-ce que tout va bien? Des histoires de famille, ai-je dit, ne voulant pas entrer dans les détails. J'apprécierais que vous ne me passiez plus aucun de ces appels. Elle a hoché la tête, avec de la compréhension dans les yeux. Je vais le noter. Mais Chloé, si tu as besoin de congé, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? J'ai failli craquer là, au milieu du magasin, mais j'ai tenu bon. De justesse. 3 jours après la confrontation, j'ai reçu un email de Juliette, un long email décousu qui commençait par plus d'excuses, mais qui a ensuite pris une tournure que je n'attendais pas. Elle a écrit qu'elle avait confronté nos parents elle-même, qu'il y avait eu une autre énorme dispute, que notre père avait admis qu'ils avaient fait un choix et s'y étaient tenus parce qu'ils ne pouvaient pas revenir sur leur engagement envers l'éducation des petits-enfants. Elle a écrit que notre mère avait défendu leur décision en disant qu'ils pensaient que l'argent serait gaspillé pour Emma car son pronostic était si mauvais, et qu'au moins avec l'école, ils pouvaient voir des résultats tangibles. Juliette a dit qu'elle avait été horrifiée par cet aveu, qu'elle leur avait dit qu'ils avaient tort, qu'ils avaient pris une décision monstrueuse. Mais à la fin de l'email, Juliette a écrit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Je leur ai demandé d'arrêter de payer les frais de scolarité. Je leur ai dit que nous trouverions un moyen de nous le permettre nous-mêmes ou que nous transférerions les enfants à l'école publique. Mais Chloé, ce sont nos parents. Ils ont fait une erreur, une terrible erreur, mais ils sont toujours notre famille. Peut-être qu'avec le temps, tu pourras trouver dans ton cœur la force de leur pardonner, pour ta propre paix si ce n'est pour autre chose. J'ai lu cet email 3 fois, devenant de plus en plus en colère à chaque lecture. Elle voulait que je leur pardonne. Elle pensait qu'arrêter les paiements de scolarité maintenant, s'étant trop tard, arrangerait les choses. Elle ne comprenait toujours pas. Aucun d'entre eux ne comprenait. J'ai répondu. C'était la seule communication que j'ai envoyée à l'un d'eux depuis le dîner. J'ai fait court. Juliette, tu dis qu'ils ont fait une erreur. Les erreurs sont des accidents. Les erreurs sont des erreurs de jugement faites dans le feu de l'action. Ce qu'ils ont fait, c'est un choix calculé et délibéré. Ils ont choisi l'éducation privée de tes enfants plutôt que la vie de mon enfant. Ils ont choisi de me mentir en face pendant que ma fille mourait. Ce n'est pas une erreur. C'est une trahison si fondamentale, si cruelle qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ne me contacte plus. Je l'ai envoyé et j'ai bloqué son adresse email aussi. Marc m'a appelé après que je lui ai envoyé un texto pour lui dire que c'était fait. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste demandé si j'allais bien et si j'avais besoin de quelque chose. Puis il a dit, la cagnotte pour Emma, le litchi. Combien avait-elle rapporté? Environ 12 000 €, ai-je dit. Pourquoi? Et combien as-tu dit que tes parents ont dépensé pour la scolarité des enfants de Juliette?
420 000 € sur 4 ans. Il y a eu une longue pause. Chloé, je pense que nous devrions parler à un avocat. Je n'avais pas pensé à une action en justice. Mais Marc a raison. Il pourrait y avoir un cas ici, surtout étant donné que mes parents ont explicitement refusé d'aider tout en ayant les moyens de le faire, nous causant, à Marc et à moi, de graves difficultés financières. Je rencontre un avocat demain pour explorer les options. Non pas parce que je pense que l'argent réparera quoi que ce soit, mais parce qu'ils doivent faire face aux conséquences de leur choix. Les gens me demandent si je me sens mieux après la confrontation, si j'ai obtenu une forme de conclusion. La vérité, c'est que je ne me sens pas mieux. Je me sens vide. J'ai l'impression de faire le deuil de ma famille une fois de plus, tout comme j'ai fait le deuil d'Emma. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir enfin dit la vérité, de m'être enfin battu pour ma fille, même s'il est trop tard pour elle. Ce soir, je suis allé sur la tombe d'Emma. Je n'y étais pas allé depuis un moment parce que ça fait trop mal. Mais j'avais besoin de lui dire ce que j'avais fait. Je me suis assise là, dans le noir, à côté de sa petite pierre tombale avec une gravure de papillon qu'elle aurait adorée. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé de la confrontation, de la vérité, de comment je les avais enfin forcés à reconnaître ce qu'ils avaient fait. J'aime à penser qu'elle m'a entendu. J'aime à penser qu'elle sait que sa mère s'est battue pour elle, même si c'est arrivé trop tard. J'ai déposé des fleurs fraîches sur sa tombe, les marguerites jaunes qu'elle aimait. Et je lui ai promis que je continuerai à me battre. Pas seulement pour la justice, mais pour m'assurer que sa mémoire signifie quelque chose. Si vous lisez ceci et que vous avez des enfants, des petits-enfants, ou toute personne que vous prétendez aimer, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. L'amour n'est pas seulement des mots. Ce sont des choix. C'est du sacrifice. C'est se battre pour les gens qui ont besoin de vous. Même quand c'est difficile, même quand c'est cher, même quand les chances ne sont pas de votre côté. Mes parents avaient un choix et ils ont fait le mauvais. Ils ont choisi le confort plutôt que la crise, les apparences plutôt que l'action, la sécurité plutôt que le sacrifice. Et maintenant, ils doivent vivre avec ce choix, tout comme je dois vivre avec la perte de ma fille et la certitude qu'elle aurait pu avoir une meilleure chance si les personnes qui étaient censées l'aimer s'étaient vraiment montrées quand elle en avait le plus besoin. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas si je reparlerai un jour à mes parents ou à Juliette. Je ne sais pas si l'action en justice mènera quelque part. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit la vérité. Je les ai affrontés et je n'ai pas reculé. Pour Emma, je n'ai pas reculé. C'est tout ce qu'il me reste à lui donner maintenant. La vérité, et la certitude que quelqu'un s'est battu pour elle, même si c'est arrivé trop tard pour avoir de l'importance. Repose en paix, ma douce fille. Maman t'aime pour toujours.